Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième interview d'entrepreneur. On est avec Paul Lay, le fondateur de labellevie.com. Alors juste avant de commencer cette interview, oui, je suis investisseur dans La Belle Vie. Donc forcément, je suis un peu moins impartial que sur la dernière vidéo entrepreneur, mais je préfère le préciser. Donc salut Paul. Salut Julien. On se connaît pas beaucoup, mais je connais ton associé depuis une dizaine d'années maintenant. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton âge et un petit peu le principe de La Belle Vie? Ok, ça marche. Donc je suis Paul Lay, je suis cofondateur de La Belle Vie, une boîte qui a bientôt 4 ans. J'ai 36 ans, j'ai un parcours universitaire classique, j'ai fait la faculté d'Evry. À la fin de cette faculté d'Evry, je suis parti aux États-Unis faire un BA à UCLA à Los Angeles. Ok, et du coup, La Belle Vie, c'est ta première société? Alors La Belle Vie, c'est ma deuxième société. La première que j'ai quittée donc, il y a 4 ans, elle s'appelait O3 July, je faisais des applications mobiles. Ok, et c'est pourquoi elle l'a fermée, vendue Ah bah, elle existe encore, les applications sont encore dans les tops français, donc ça c'est une petite fierté. Vous faisiez quoi sur cette Alors je fais des applications du drive to store, c'est-à-dire que mon truc à moi c'était de prendre les points d'intérêt, type des fast-food, des stations-service, et je les mettais en forme dans des applications mobiles. Voilà. Ok, donc du coup si je cherchais je sais pas, une station-service, j'allais sur une de tes applications. Exactement. Il y avait une application Une application qui s'appelle encore Gazelle Now et qui fait partie des top Apple encore aujourd'hui. Et du coup ça n'a pas fonctionné ou... En fait ça a très bien fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné et ce qui aujourd'hui est le plus important pour moi, je sais qu'un projet aujourd'hui fonctionne uniquement si la team de fondeurs est bonne. Et malheureusement, j'ai dû quitter l'entreprise parce que je me suis un peu brouillé avec mon ancien associé. D'accord. Donc tu as eu un parcours assez classique au départ. Tu as d'abord fait des études. Tu as créé cette première boîte-là avant ou après d'être salarié? J'ai été salarié. En fait, j'ai commencé à l'entrepreneuriat à 30 ans. D'accord. Voilà, 29 ans en fait. Du coup, tu as été salarié de quand à quand? J'ai été salarié de 25 ans à 30 ans. D'accord. Voilà, j'ai travaillé 5 ans. Dont 2 ans avec mon associé d'aujourd'hui. Ok. Donc j'ai travaillé dans diverses startups et puis j'ai quitté ma dernière entreprise au bout de 2 ans et j'ai lancé ma boîte à 30 ans. Voilà, c'était un peu une horloge interne. Donc première boîte à 30 ans, du coup La Belle Vie c'est depuis 3-4 ans là maintenant. Exactement, donc vers 32 ans. Exactement. Lancé. Ouais. Donc première boîte, pas du tout un échec, je suppose que tu as revendu du coup, oui. Mais à cause d'un conflit avec un associé. Exactement, ouais. Exactement. Donc du coup, puisque bon, je sais que tu suis ma chaîne aussi, l'idée c'est aussi de proposer des conseils aux gens qui me suivent, etc. Moi c'est un conseil que je donne beaucoup, mais l'association, qu'est-ce que tu as à dire dans son ensemble sur l'association? L'association, c'est la base d'un succès d'une entreprise. Je peux prendre les exemples les plus flagrants et les plus connus. Steve Jobs avec Wozniak, Bill Gates avec Paul Allen. L'idée n'est rien s'il n'y a pas... En fait, c'est tellement dur de lancer une entreprise qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Et peu importe l'idée, finalement, c'est la force que va dégager, entre guillemets, ce couple-là qui va faire le succès de cette entreprise-là. Et ça, c'est très important. Donc, si vous pouvez lancer une entreprise avec quelqu'un en qui vous avez confiance, faites-le parce que c'est ça le plus important et c'est ça qui fera le succès de l'entreprise. Bon, j'ai des informations que j'ai eues en off puisqu'on s'est vu un petit peu avant avec Paul. Tu me disais que c'était quelqu'un de ta famille ou de ta belle famille? Ouais, c'était mon beau-frère, ouais. Okay. Est-ce que tu pourrais conseiller ou en tout cas donner ton avis aux gens sur l'association avec la famille et les amis? Alors, évidemment, avant de lancer ma boîte, j'ai vraiment lancé ma première entreprise avec un capital confiance qui était énorme. C'est-à-dire que j'ai lu tous les blogs possibles sur l'entrepreneuriat, toutes les vidéos, ce genre de choses. Et à chaque fois, il y avait toujours un conseil qui était si vous ne lancez pas votre boîte avec quelqu'un qui vous ressemble, ou avec votre famille, ou avec vos amis, parce que l'univers personnel et professionnel, c'est vraiment différent. Donc oui, évidemment, je me suis lancé avec mon beau-frère. On était complémentaires parce que je suis plutôt... On sent un petit peu la gêne là. Hein. Oui, regardez ces vidéos. On est complémentaires parce que moi je suis plutôt dans le market, la com et le sales. Mais finalement, c'est au-delà des compétences, c'est aussi une association d'ego qui doit faire le succès de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, c'est soit on le sent dès le début, on a ce flair-là, ou soit on l'apprend dans le dur comme je l'ai appris.
Du coup, toi, bon, ça s'est a priori bien passé pour le succès de l'entreprise, mais un peu mal passé à la fin. Tu éviteras dans le futur de t'associer avec... C'est fini. En fait, même au-delà, ça, j'en suis traumatisé. C'est-à-dire que je travaille plus avec mes amis, plus ma famille. Et quand j'y travaillais, j'ai une entreprise aujourd'hui qui embauche. Ouais. Mais je me refuse catégoriquement à travailler avec des amis ou de la famille. Si je peux me permettre, moi je vais donner juste une petite nuance. Je l'ai fait aussi. Moi j'ai embauché mon petit frère, mon meilleur ami, mon ancienne colocatrice. Donc je connais un petit peu le truc. Pour moi, si vraiment tout est défini dès le départ et que c'est très très clair, genre comment on commence, comment ça va se passer pendant le partenariat et comment ça se passerait si ça se termine, ça peut bien se passer, mais malheureusement des fois ça se termine mal. Donc je rejoins ton conseil. D'éviter le plus possible, mais si vraiment vous n'avez pas le choix, que vous avez une super idée et que votre frère, votre cousin et tout, c'est votre développeur et tout, vous pouvez tenter, mais faites-y quand même méga attention. Ouais, t'as complètement raison. Et nous, on est vraiment parti tambour battant en disant ouais, on va tout déchirer et on a oublié les bases. C'est-à-dire les bases, c'est penser à qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien et qu'est-ce qu'on fait quand tout va mal. Exactement. Voilà. Et ça, si vous arrivez à définir des barrières dès le début, c'est très simple pour votre association. Voilà. Après, vous pouvez le faire de manière juridique avec des packs d'actionnaires. Ouais. Bon, voilà. Mais voilà, je suis vraiment traumatisé, donc du coup, tout de suite, Du coup, cette boîte-là, tu l'as vendue. Est-ce que tu l'as vendue pour un gros montant et Non. Pas un gros montant? Pas un gros montant du tout. En fait, il fallait que je parte très très vite. Et parce que ça me fatiguait. Humainement, ça te fatiguait? Humainement, ça me fatiguait. Psychologiquement, ça me fatiguait. Je voulais juste tourner la page. Et j'ai tout signé. Voilà, je suis parti très rapidement. Et de suite... avec mon cofondateur qui m'a proposé cette idée de la belle vie et je l'ai rejoint et voilà, j'avais encore beaucoup d'énergie, j'avais envie de me racheter entre guillemets et donc du coup je comprends, ouais. J'ai vendu Eclipse comme tu sais qui était mon bébé, ouais. Moi je l'ai vendu pour 1 euro, voilà, c'est un peu dans le genre. Juste parce que je voulais juste passer à autre chose. C'était y a une charge émotionnelle dans certains projets qu'on lance en tant qu'entrepreneur qui les gens ne peuvent pas comprendre. Ils pensent toujours qu'on fait tout pour le pognon et machin et tout. Oui, des fois on fait des choses pour le pognon, mais il y a une certaine charge émotionnelle qui fait qu'à un moment on a besoin de, comme une rupture amoureuse ou quoi, on a besoin vraiment que ça s'arrête quoi. Peu importe le prix, il faut que ça s'arrête. La comparaison, c'est exactement ça, Julien, t'es gentil. C'est comme si j'ai l'impression de parler du Nex un peu. Ouais, je l'aime encore, je la vois dans les top Apple et je fais ah, c'est pas mal. Tu vois, je la vois de loin. Mais voilà, faut savoir tourner la page et avancer. Mais voilà, ça a été mon premier projet, mon premier rapport à l'entrepreneuriat. On va dire que c'était mon premier amour. Voilà, maintenant, du coup, on a parlé de ta première boîte. On va parler de la belle vie un petit peu après, évidemment. Tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur ou c'est venu comme ça, tu as été salarié, puis après En fait, je pense que être entrepreneur, on le devient, mais on l'est aussi dès le départ. J'ai des parents qui sont entrepreneurs et finalement, ils ont toujours insufflé ça en moi, cette indépendance, cette liberté, gagner son argent. Mais il y avait aussi la culture qui voulait d'avoir fait tes études, va travailler, gagne ton argent. Donc du coup, j'ai fait les études, je suis parti travailler, mais finalement, ce que je voulais être, c'est être libre de faire mes idées, avancer à un rythme que je voulais moi, et finalement reproduire le schéma de mes parents. Donc j'ai toujours Quand tu étais étudiant, tu savais qu'un jour je savais que j'allais monter l'entreprise depuis toujours, et c'était juste une question de timing, de maturité. Certains sont mûrs très tôt. Toi, tu as été mûr très tôt, tu vois. Mon associé était mûr très tôt. Moi, j'étais mûr sur l'idée de vouloir être entrepreneur, ouais. pas spécialement sur l'idée que je voulais faire, ouais. Tu vois. Mais, oui, je suis un peu comme toi. Voilà, je ne savais pas quelle idée je voulais faire, mais entreprendre, je voulais. Mais après, sauter le pas, c'est-à-dire couper le cordon ombilical de la dépendance financière avec quelqu'un, c'est ton employeur, et gagner ton propre argent, ben quand même, il y a un petit saut dans l'inconnu, quoi. Ouais. Et ça, c'est une question de maturité, parce qu'il faut être fort mentalement. Et ça, je l'ai eu à peu près à 29-30 ans. Okay. Voilà. Moi, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, tu sais, entreprendre, c'est comme vouloir avoir envie de pisser. À un moment donné, ça sort, quoi. Voilà. Je savais que ça allait être plus marrant qu'avec Xavier. J'ai adoré faire l'interview avec Xavier. Mais du coup, tu l'as vu, l'interview avec Xavier. Ouais, pour moi, tu vois, il y a différents types de profils qui ressortent. Xavier, par exemple, je pense que s'il n'avait pas rencontré les bonnes personnes, il ne serait pas devenu entrepreneur. Donc pour moi, au final, il y a les 3 profils que tous les 3 on représente. Moi, je savais que je voulais être entrepreneur depuis mes 14 ans.
et je savais que j'allais jamais être salarié. Donc ça, c'était pas possible. Donc les seuls postes de salarié que j'ai eu, c'était sur des petites missions d'1 ou 2 mois pour juste payer mon loyer ou des choses comme ça. Mais je voulais être entrepreneur. Toi, tu as le poste au milieu, enfin, tu as le profil au milieu, où en gros, tu savais que tu allais être entrepreneur, mais d'abord, tu voulais t'assurer tes arrières, etc., avec un diplôme universitaire et machin et tout. Et ensuite, tu as les profils pour moi qui sont comme ceux de Xavier. Xavier, je pense que s'il n'avait pas rencontré la bonne personne ou plusieurs bonnes personnes et tout, il serait peut-être jamais devenu entrepreneur. Et ça aurait été dommage parce que quand on voit son succès aujourd'hui, c'est clair. Donc pour moi, il y a vraiment ces 3 profils-là qui ont l'air de ressortir du lot, tu vois. Du coup, on va parler un petit peu de La Belle Vie, forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, le concept de La Belle Vie et puis ensuite, on va revenir ensemble sur les différentes étapes de la boîte. Ok, La Belle Vie, c'est assez simple. C'est un service de livraison de courses à domicile et on livre les courses sur Paris et en Ile-de-France en moins d'1 heure et en Ile-de-France en moins de 3 heures. Tu as une sélection d'artisans et en tout de 6500 produits. Tu as une application mobile, tu fais tes courses et dans l'heure, tu es livré. Ok, voilà. Au niveau des tarifs de livraison, etc., c'est... Sur les tarifs de livraison, on n'est pas cher parce que tu commandes pour 30 € et la livraison à 2,50 €, tu dépasses les 35 €, elle est gratuite. Et sur les prix des produits, on est aujourd'hui moins cher, équivalent que... Du coup, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents sur ce marché-là? La quantité de produits, la fraîcheur des produits Alors, on a un marché très concurrentiel puisque c'est le marché de l'alimentaire, mais comment est-ce qu'on se différencie? C'est déjà sur la vitesse de livraison. On a été vraiment les tout premiers à livrer en moins d'1 heure, vraiment. Avant Amazon, Cdiscount, Franprix, on s'est lancé en juin 2015. J'appellerai Jeff, je lui dirais. Ouais, tu peux lui dire, hey Jeff, Paul, get as a new man. On s'est lancé en juin 2015 et avec l'idée de livrer les courses très rapidement. Donc ça, c'est un facteur différenciant très fort. On livre les courses rapidement. C'était l'idée de base de livrer des courses rapidement? Non, c'est une étape vers l'idée que m'a proposée Alban au tout début. Je reviendrai après. Et je finis juste sur la différenciation marché. Donc on livre les courses rapidement. On a une offre de frais qui est incomparable. On a 100 fromages AOP, voilà, livrés dans l'heure. Une grande boucherie, une poissonnerie. Sur le primeur, on a un primeur qui est imbattable. On a tous les fruits et légumes possibles et imaginables. On a des herbes, tout ce qu'il faut pour bien cuisiner. Et adossé à ça, avec ça, on a tous les produits de PGC classiques, liquide vaisselle, voilà, tout ce qu'il faut pour faire tes courses. Voilà. Et donc La Belle Vie, pour répondre à ta question, c'est une étape vers l'idée que m'a proposé mon associé au tout début. En fait, lui, vous avez évolué dans le même secteur, il a vendu sa boîte et s'est pris de passion pour la cuisine. Et il a vendu sa boîte, il est parti chez une super maison excentrée de Paris. Avant, sa passion, ça a été la musique à un moment, et ensuite, je sais qu'il a switché sur. Excellent, je sais qu'il a switché sur la food. Ouais. Non, c'est quelqu'un, c'est génial. Et donc, il s'est pris de passion pour la cuisine, mais son problème, c'était l'accès aux ingrédients. Et il n'arrivait jamais à trouver les bons ingrédients où il faut. En fait, quand tu vois une belle recette de cuisine sur Internet, parfois il te faut 3-4 jours pour la faire parce qu'il faut aller chercher ton citron caviar, ta sarriette, ton machin, etc. Ou de passer une journée dans les magasins pour faire une recette. Et ça, ça nous allait pas. Donc il s'est dit, ouais, ça serait tellement bien d'avoir un bouton acheter sur les recettes de cuisine. Tu cliques là et dans l'heure, tu livres les ingrédients. Voilà. Donc, du coup, cette option, elle est toujours disponible sur La Belle Vie? Elle est toujours disponible, c'est des kits recettes. Ouais. Mais La Belle Vie, maintenant, c'est devenu plus large parce que la demande, en fait, veut ça. C'est-à-dire qu'on peut se faire livrer ses produits alimentaires, mais aussi tous ces produits du quotidien. C'est dur de faire télécharger une app. Voilà, en général, on utilise 5 applications sur un téléphone mobile. Voilà, donc c'est tellement ridicule d'avoir une application pour manger, pour machin, etc. Là, tu as La Belle Vie, tu as une application pour tout faire sur tes courses, tout faire. Donc tu peux bien manger et en plus de ça, tu peux remplir tes placards. Voilà. Ok. Du coup, moi je connais la passion d'Alban pour la bouffe, puisqu'il faut savoir qu'il y a 7 ans ou 8 ans, on voulait lancer un concurrent au guide Michelin, mais uniquement digital. Ouais. On en avait parlé de ça la dernière fois, je lui ai rappelé au téléphone, il s'en souvenait même plus. Ouais. Du coup, l'idée de base, Alban voulait une application où, grosso modo, tu voulais te cuisiner tes pâtes carbonara, ouais. Tu cliquais sur pâtes carbonara, ça te remplissait un panier avec tous les ingrédients, et toi, tu cuisinais. On est d'accord. Ensuite, ça a évolué et c'est devenu, grosso modo, un supermarché en ligne avec tous les produits frais en plus et compagnie. Aujourd'hui, vous êtes combien chez La Belle Vie et vous réalisez combien de chiffre d'affaires?
Alors, on va finir avec un peu moins de 5 millions de chiffre d'affaires cette année. L'année dernière, on a fini avec un peu moins de 3 millions. On est une équipe de moins de 20 personnes, donc ça reste une petite équipe. Et on travaille énormément. Mais qui monte en pic. Qui monte en pic en fonction des jours de la semaine, parce qu'on a un réseau de freelance. Donc typiquement, un samedi matin, tu peux monter à 50, 60 personnes dans la boîte. Ok. Du coup, explique ça aux gens. C'est juste, bon, en gros, les frais fixes de la boîte, il y a besoin de 15-20 personnes pour faire tourner. Exactement. Et ensuite, vous avez des gros coups de rush. Je Exactement. suppose que c'est en fonction des commandes, ou des Exactement. choses comme ça, où vous faites appel à des freelances. Exactement. Ok. Exactement. Et sur la gestion de tes freelances, est-ce que tu as, du coup, dans tes frais fixes et tout ça, est-ce que tu as une grosse partie ressources humaines, ou est-ce que vous le faites encore en tant qu'associé, vous êtes encore hyper polyvalent, vous faites encore un peu tout? Alors, on est encore hyper polyvalent. On a une entreprise qui a 3-4 ans, mais elle est jeune encore. Nous, on a une vision entreprise sur 10-15 ans. Voilà. Moi, c'est vraiment mon rêve d'avoir une entreprise qui a 20 ans, quoi. Donc, on est vraiment au tout début. Donc, là encore, on est vraiment hyper polyvalent. On peut nous retrouver en bas à faire des commandes, à faire du RH, à faire du marketing, à faire de la livraison parfois. Donc de moins en moins ça, mais ça peut peut-être arriver. Tu as déjà fait des livraisons? Cette année, j'en ai pas fait une seule. Okay. Mais au tout début, il y a des jours où j'étais meilleur préparateur et meilleur livreur. Ok, logique. En général, quand c'est sa boîte, on a tendance à se booster. Non, moi, je trouve ça super intéressant pour les gens qui nous regardent, parce que du coup, ils ont vu l'interview de Xavier, et bon, Xavier est quand même à un stade qui est élevé, parce que bon, il a lancé sa boîte, je crois, en 2007 ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, un entrepreneur, quand ça lance sa boîte, pendant, je dirais, 3 ans, en gros, enfin, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Pendant 3 ans, vous êtes un peu tout. Hein. Vous êtes un peu comptable, vous êtes un peu ressources humaines, vous êtes un peu commercial, vous êtes un peu tout. Et du coup, Paul et Alban sont encore dans ce stade où ils sont encore un peu tout. Alors, ils ont enlevé certaines missions, je suppose. Bien sûr. Mais vous faites encore un petit peu tout. Moi, je sais que j'ai eu, il y a 2 ans ou 3 ans, je voulais faire une commande chez vous. Et j'ai eu Alban au support. Donc, c'était très drôle. On se parlait sur Skype 5 minutes avant et je l'ai eu au support. Donc vous êtes, bon, pour les gens, 5 millions, ça paraît conséquent. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi dans ce business-là, c'est pas si conséquent que ça? Je peux t'aider si tu veux à expliquer, mais pourquoi avec 5 millions, vous avez encore besoin d'être si polyvalent? Pourquoi vous ne pouvez pas vous staffer plus? Quels sont les facteurs limitants dans votre business? Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que 5 millions, évidemment, ça paraît conséquent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un business avec des frais fixes qui sont importants. Et des matières premières. Des matières premières, des frais fixes qui sont importants et des marges qui ne sont pas forcément monstrueuses. Donc il faut un certain volume d'affaires pour commencer à gagner de l'argent. Voilà. Et là, si j'ai bien compris le système de la belle vie, parce que bon, moi, comme je vous l'ai dit, je suis actionnaire dedans, donc vous avez quand même tout fait pour que maintenant vous pouvez aller de plus en plus loin. En gros, vous n'avez pas attendu d'avoir une certaine taille pour prendre un entrepôt, etc., etc. Vous avez tout fait pour la satisfaction client, finalement. Exactement. Nous, pendant 3 ans, finalement, Alban, il vient du marketing, du digital, moi, je viens des apps, et on n'a pas fait notre métier pendant 3 ans. Voilà. On s'est vraiment focus sur la logistique. Comment envoyer les commandes d'une manière fiable, et aujourd'hui, avoir un modèle qui est scalable, c'est-à-dire qu'on peut répliquer ailleurs. Donc, on s'est vraiment axé sur ça ces 3 dernières années. Maintenant, on commence à avoir et embaucher des managers qui prennent le relais des dirigeants sur le terrain. Et ça nous permet de prendre de la hauteur et de penser vision, penser marketing, aller chercher les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà. On est beaucoup moins opérationnel, mais ça peut encore arriver. Du coup, Paul, on a parlé un petit peu de la belle vie, on a parlé de l'entrepreneuriat, etc. Qu'est-ce qui t'attend, toi, pour l'année 2019, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain? Et quels sont, en gros, tu sais, bon, je sais pas si toi tu fais ça, mais où je pense que je vais être et où je vais vraiment être. Enfin, tu vois, tu as des petits paliers comme ça dans ta tête pour l'année qui arrive? Ouais, bien, oui. La belle vie, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ouais. Donc en 2000... C'est un reproche que je vous fais souvent. Je trouve, en tant que petit actionnaire dedans, je trouve qu'on a un super projet et je trouve qu'il n'y a pas assez de promo, il n'y a pas assez de... D'accord, et c'est pas parce que c'était mon actionnaire et que tu es en face de moi que je vais répondre ça. Mais en 2019, on va tout faire pour que les gens connaissent la belle vie et que finalement ils se disent je préfère rester à la maison, regarder Netflix et de ne pas faire les courses, je vais commander sur la belle vie et me faire livrer.
Voilà. Bah, surtout que c'est des bons produits en fait. C'est des super bons produits. Enfin, il y a vraiment. Enfin, Est-ce que je fais vendu là les gens non, un petit peu? c'est super. Tu te fais livrer tes fruits et légumes, il y a du bio, il y a du local, il y a du fromage, du vrai Du coup, fromage. pourquoi Voilà. vous avez pas. Enfin, moi en tant qu'entrepreneur, j'aurais fait l'inverse. J'aurais plutôt d'abord travaillé la marque entre guillemets, quitte à au début avoir des délais de livraison plus longs ou des choses comme ça. Pourquoi avoir pris ce pari de d'abord la vrai. livraison hyper rapidement, etc. Parce que moi, par exemple, tu vois, je sais pas si j'avais lancé le truc, j'aurais peut-être dit vous êtes livré en 6 heures, Ouais. mais je me focusais sur La user experience. Ouais. C'est un angle. On aurait pu aller vers la facilité et notre drive personnel, c'est-à-dire aller vers des jolies choses, des jolies apps, des jolis algorithmes, des jolies interfaces. Mais je pense qu'à l'époque et encore aujourd'hui, c'est encore plus ouf de se faire livrer ses courses, de se faire livrer les courses en 1 heure. Et on avait envie de ça. Tu vois, un entrepreneur, tu le disais tout à l'heure, il y a plein de taf. Et un entrepreneur, notre métier à nous, en fait, c'est d'être hyper caméléon, c'est de changer de taf tous les 3 mois. Au début de la boîte, on change de taf tous les 3 mois. Ouais. Et ça faisait 3 ans que je faisais des apps. Alban, ça faisait des années qu'il faisait du market. Et finalement, on s'est dit, bah voilà, et c'est aussi parce qu'on avait une vraie méconnaissance de la logistique, on croyait que c'était facile. Mais on s'est dit, bah, pour se faire livrer les produits, il faut au moins savoir livrer et livrer en frais, quoi. On pensait que c'était hyper facile, que ça allait durer 2 mois en apprentissage, mais pas du tout, on continue d'apprendre aujourd'hui et c'est encore 70% de notre métier, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait le bon choix parce qu'on est vraiment les seuls à vouloir le faire. Et en côtoyant l'écosystème startup et de la food tech, on a eu beaucoup de gens, et encore aujourd'hui, qui avaient le projet de se faire des sites de recettes et qui livrent derrière. Ça existe, il y en a plein qui lancent ce genre d'application aujourd'hui. Mais derrière, le space, il est complètement vide. En fait, il n'y a personne qui livre. Voilà, il faut se connecter à d'autres enseignes. Ouais. Mais les autres enseignes, c'est pas toi. Que là, c'est nous complètement. D'accord? On a commencé par la partie invisible de l'iceberg. Et là, en 2019, bah, tu vas voir l'iceberg. Voilà. Du coup, Et là, est-ce tu que vas tu penses que kiffer, Julien. ça a été votre meilleur choix finalement d'être parti là-dedans, puisque aujourd'hui Ouais. vous pouvez scaler beaucoup plus facilement, alors dans le sens inverse, tu n'aurais peut-être pas pu. Enfin, tu aurais peut-être pu avoir plus de moyens, etc. Mais Peut-être, ça aurait été compliqué d'apprendre. peut-être, mais aujourd'hui, quand je regarde l'entreprise, évidemment, je la regarde avec beaucoup d'humilité parce que sur les centaines de livraisons qu'on envoie par jour, il y a toujours 1 ou 2 ratés, mais Vous ça avez toujours des progresse. ratés là? Ouais. On en a quasiment plus. Tu vois, ça existe, c'est la logistique, hein, et voilà, un scooter qui tombe en panne, voilà. Mais par Des rapport- ratés, pour toi, c'est pas Pour moi, livré c'est- du tout, ou non. c'est livré en retard? Ah non, 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 c'est toujours livré, mais tu vois, Ouais. tu peux avoir 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, voilà. Ça va sur 1 heure. Ça va sur 1 heure, ça va, c'est des courses. Mais quand tu regardes le chemin qui a été parcouru et la dureté qu'est la logistique, bah, je regarde ça avec beaucoup de fierté et ça me permet aussi d'être hyper exigeant avec mes équipes logistiques. En leur disant, franchement, on a fait quelque chose qui n'existait pas, on le fait aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de gens qui aimeraient faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc gâchez pas tout, quoi, travaillez. Du coup, la concurrence là-dessus, principalement, c'est que des gros groupes. C'est Ouais, que des d'accord. gros groupes, ouais. C'est des gros groupes qui ont potentiellement des dizaines de millions, des centaines Ouais. de millions à investir Enfin, des milliards. en R&D, ouais, enfin, en recherche et développement. Est-ce que tu n'as pas peur de cette concurrence-là? Est-ce que tu penses que vous êtes positionné, enfin, tu penses que vous êtes tellement en avance sur la logistique et tout que vous allez peut-être vous faire croquer? Ou est-ce que tu penses que vous pouvez tenir cet avantage concurrentiel par rapport à eux? Je pense qu'on peut complètement tenir cet avantage concurrentiel parce que sur la partie livraison de courses ultra rapides, ben, les grands groupes, j'ai l'impression qu'ils se cherchent encore malgré leurs millions. Et nous, on avait de l'argent comme au départ. Et c'est pas ça qui a changé en fait. Ce qui a changé, c'est vraiment notre vision et notre force de travail. Et trouver des gens qui mettent autant d'ingéniosité et de travail pour lancer un projet dans un grand groupe, il faut quand même les trouver, quoi. Et on fait quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Aujourd'hui, on est les seuls à l'avoir, ce pari. On est les seuls. Donc oui, ils se D'ailleurs, ce lancent. serait bien que ça se Que lance ça sache. ailleurs. Ah, ça se lance ailleurs. Oui, on va y aller. Déjà, on va essayer de terminer notre vision et de muscler Paris. Voilà. Je ne sais pas si on l'a dit, hein, mais c'est vraiment Paris-Île-de-France. Paris-Île-de-France, ouais. Paris-Île-de-France, laisse-nous terminer cette région-là et puis après on choisira la prochaine région. Du coup, pas peur des gros groupes, pas spécialement Mais peur de la concurrence. pas du Aujourd'hui, tout. ton plus gros concurrent pour toi, c'est qui?
mon plus gros concurrent. Est-ce que c'est Amazon? Est-ce que c'est Carrefour? Est-ce que... Enfin, oui, enfin, après, c'est quand même parce que j'ai un esprit hyper aventurier, positif et guerrier. Donc, en vrai, j'ai personne qui me fait peur. Mais j'ai des concurrents, oui, ça va être Amazon, mais ça va être aussi des anciens comme Oura ou Shop. Et ça te fait pas vraiment peur d'être en concurrence directe sur un marché avec des gens comme Amazon, justement? Mais ça me ferait peur si ma croissance ralentissait. Mais c'est pas le cas, quoi. Quand j'ouvre mes cohortes, quand j'ouvre mes statistiques, à chaque fois qu'on investit dans du marketing, ça marche. On voit la croissance et la rétention. Tu vois, s'ils faisaient une commande chez moi et puis qu'ils partaient, voilà, je paniquerais. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Non, parce que... Ils font une commande et ils ont une super rétention parce que même si je m'appelle pas Amazon, même si je m'appelle pas Système U, même si je m'appelle pas Carrefour, ils voient qu'il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Tu vois, c'est tellement... Ça, c'est important aussi pour les gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je veux aller sur tel marché parce que j'ai pas de concurrence. Et c'est une erreur, en fait. Voilà. La plupart du temps, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ouais. Et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est que plus il y a de concurrence sur un marché, même si tu es 10e ou 20e dans certains marchés, tu gagnes très bien ta vie. Alors que, bon, là, Paul, ils sont sur un marché qui, s'ils réussissent, même si vous arrivez dans les top 10 mondiaux, là, ce sera une très 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 belle boîte. C'est le plus gros marché mondial, c'est le marché d'un qu'à Paris, on parle de 9 milliards. Voilà. Et tu dis quelque chose de très vrai. Il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui disent ouais, je vais lancer un truc parce que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché. Pose-toi la bonne question. Ouais. Moi, je vois le truc, sur mon marché, il n'y a que des gros. Ouais. Voilà. Et je vais leur gratter 0,1%, 0,5%. Après, c'est 0,1% voilà. Là, c'est 0,1% de beaucoup d'argent. Donc moi, ça ne me dérange pas de faire ça. Donc, plus le marché est gros, et puis je me dis, c'est cool. Et en plus, à Paris, ils ne se sont pas lancés dans la livraison ultra rapide. On l'a fait avant. On gagne des parts de marché, on a une croissance qui est belle, on a une rétention qui est belle. Donc voilà, tant que toutes ces courbes-là continuent à monter, en vrai, il n'y a rien qui me fait peur. Du coup, Paul, je suis obligé de te poser la question, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'aujourd'hui tu as une vision très claire de ce que va devenir La Belle Vie? Je veux dire, est-ce que tu veux le vendre? Est-ce que tu veux le consolider, enfin un gros groupe? Est-ce que... Enfin voilà, c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui créent des boîtes pour les vendre, beaucoup d'entrepreneurs créent des boîtes pour faire des levées de fonds successives et être dans les journaux, beaucoup d'entrepreneurs créent des boîtes pour faire des cash machines ou consolider, faire des gros groupes. Toi, c'est quoi ta vision et est-ce qu'elle est raccord avec celle de ton associé du coup? Ma vision, elle est assez simple et elle est complètement en raccord avec celle de mon associé. On veut faire une entreprise. Voilà, donc on veut consolider et on veut aller le plus loin possible. Vendre aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Pour me faire venir dans le navire, mon associé a eu des mots très simples, ça a duré 30 secondes. Hein. Il me fait, viens, on fait Uber. Je suis ok, pas de problème, on va faire Uber. Donc on veut ce genre d'entreprise, on veut être un géant mondial. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite profondément. J'espère que vous allez réussir, parce que ça veut dire que moi je serai un tout petit géant. J'ai pas beaucoup de parts, mais je serai un tout petit géant. C'était au début, donc tu seras géant aussi. Ok, du coup, non, pas l'objectif de vendre et tout. Enfin, dans ce genre de marché en général, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, tu peux être d'accord avec moi, qui lancent en se disant j'espère que je vais gratter assez de parts de marché pour me faire racheter rapidement par un gros et sortir. Vous, c'est pas votre objectif Non, c'est pas notre objectif. Ça pourrait arriver, mais c'est pas votre objectif final. C'est pas mon objectif, ça l'était pas au début et ça a été consolidé par le fait que on a tellement travaillé ces 3 dernières années, vraiment on en a chié, je te jure. Ouais, je suivais vite fait sur Skype, ouais. On en a sué. C'était tellement dur qu'aujourd'hui, franchement, il y a un mec qui vient et qui me dit on veut te racheter, je l'écoute même pas. On est dans une phase d'entreprise en croissance où on est en train de rekiffer, quoi. Tu vois, je commence à refaire mon boulot, tu vois, je viens faire des interviews avec toi et c'est un plaisir. Je sens que mes employés commencent à être fiers de l'entreprise, d'être fiers de l'environnement où ils travaillent. Tu vois, tu sens, et tu as envie d'aller le plus loin possible, tu as envie d'aller faire un truc, quoi. Et il y a eu Amazon, il y a eu Alibaba, ouais, effectivement, les gens me prennent pour un fou, mais je rêve d'être ça, quoi. Tu vois, et je veux être peut-être l'Alibaba européen, il n'y en a pas, ça peut être nous. Voilà. Obligé de poser la question, puisque comme vous l'avez compris, je suis actionnaire sur La Belle Vie. Et du coup, il y a eu des actionnaires, donc des levées de fonds. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous gagnez de l'argent ou pas encore? Alors, on ne gagne pas d'argent.
Voilà, si on veut faire les choses simples, on n'est pas ce qu'on appelle break-even. En tout cas, à chaque fois que l'on envoie des commandes, on gagne de l'argent et ça, c'est le plus important. Voilà. Donc plus on grossit et plus voilà, ce gap entre ce trou tous les mois, bah, il va rétrécir. Voilà. Mais c'est pas un... Non, parce que la semaine dernière, je sais que tu as vu l'interview que j'ai fait avec Xavier. Xavier et moi, on a eu des parcours où on n'a pas eu besoin de financement. On a eu des mots relativement durs envers les gens qui levaient de l'argent. Ça m'a touché d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais on a eu des mots durs parce que très souvent, il y a des entrepreneurs qui enchaînent levée de fonds sur levée de fonds sans avoir un vrai business plan, sans savoir trop où ils vont aller. Et très souvent, ils dilapident tout en gros salaire ou machin. Vous, aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent, mais vos trends sont... vous voyez que vous y arriverez bientôt et que vous êtes sur le bon business plan, quoi. C'est ça. Vous ne fouillez pas des gros salaires dans le vide. Non, c'est vraiment pour développer le business que vous avez fait ces levées de fonds. Alors déjà, d'une, on ne se paye pas à voir en aller plus petit salaire de la boîte. Et ça, c'est normal. C'est normal. Tant qu'on ne gagne pas notre propre argent, on passe verser des gros salaires. Évidemment, dans ce space startup, il y en a qui font des grosses levées de fonds, qui se versent des salaires. Voilà, ça, c'est leur problème, tu vois. Nous, quand on a lancé La Belle Vie, tout début, on s'est dit qu'on n'allait jamais faire de levée de fonds. Parce qu'on voulait gagner notre argent très vite. Ouais, je sais. On voulait pas. Au tout départ, j'avais contacté Alban et je lui avais dit, écoute, si tu as besoin de sous, moi, c'est un projet qui me bottait depuis le début. Et au tout départ, je sais que Alban a mis beaucoup de son argent en perso et ça ne l'intéressait pas. Donc je pense que si il est revenu sur cette idée après, c'est parce que la situation le demandait et qu'il avait peut-être mal évalué la concurrence et la difficulté de la logistique. Mais je sais que c'est... Alban, il aurait voulu être toi et lui dans votre coin contre le monde entier, quoi. Exactement. Et finalement, on se retrouve avec un parcours de loin classique de start-up qui fait des levées de fonds. Mais on fait des levées de fonds parce qu'on a besoin d'argent pour accélérer, pour aller plus loin vers notre vision. Et finalement, ce qui est investi chez nous, c'est rien par rapport à nos ambitions. Tu vois, tout le monde est derrière moi, derrière nous, en disant allez, vous pouvez le faire, quoi. Et avoir des investisseurs, c'est pas avoir des boulets aux pieds, au contraire, c'est avoir des nouveaux associés. Et moi, je les considère vraiment comme ça, les investisseurs. Et c'est très agréable de pouvoir leur discuter, challenger leurs idées, les appeler quand ça va pas. Et derrière, on dit ouais, t'inquiète, ça va aller. Parce qu'on est humain, et parfois, ça va très bien, et parfois, ça va un peu moins bien. Mais quand il y a toujours cette part d'humain et qui dit vas-y, go, quoi, et l'argent, en fait, c'est derrière, bah, c'est assez agréable, quoi. Du coup, aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de levées de fonds. C'est bien parce que du coup, sur la chaîne, on a deux types de profils complètement différents sur les interviews. Est-ce que c'est compliqué à faire une levée de fonds? Là, je parle vraiment pour le néophyte, entrepreneur. Il se dit, voilà, je veux lancer ma boîte, je veux faire une levée de fonds. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent même plus à lancer des boîtes tant qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne une levée de fonds. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer aux gens? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose de rapide? Est-ce que c'est simple à mettre en place? En fait, ça peut être rapide comme ça peut être ne pas être rapide. Lever de l'argent, c'est pas ce qui doit te motiver. Tu lèveras de l'argent si ton produit a du sens. Point barre. Notre produit a du sens, donc les gens veulent venir nous aider. Et c'est comme ça qu'il faut le dire. Les investisseurs, ils viennent participer à la fête. Voilà. C'est super ce que tu fais et je veux être avec toi. Parce que le produit, tout ton travail a été bon. En tout cas, il va être encore mieux. Après, La Belle Vie est un exemple particulier dans le sens où le projet n'a pas été développé pour faire une levée de fonds. Donc, quand vous êtes allé faire une levée de fonds, en gros, si tu veux, tout avait été bien développé. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui mettent 50% de leur temps sur la création de valeur, donc sur leur entreprise, et 50% de leur temps sur aller chercher de l'argent. Et là, c'est peut-être une erreur que des entrepreneurs font. Vous, je pense que ça a été pendant une courte période de temps. 50% de mon temps va être pour la levée de fonds parce que là, tout de suite, on en a besoin. Mais pendant 2 ans et quelques, vous êtes focus à 100% sur la création de valeur sur la société. On est d'accord? Exactement. On s'est focus à 100% sur la création de valeur, mais maintenant, je comprends les entrepreneurs, les entreprises qui passent 50% à aller chercher des fonds. Pourquoi? Parce qu'ils vont en faire des champions. Et pour en faire des champions, il faut des fonds. C'est comme ça.
Et ils ont Je serai jamais un champion alors. Si, t'es un champion, mais ils font tout, champion, tout. Parce que tu vas au bout de tes idées et ça fait quelqu'un de toi. Nous, on n'a jamais levé 1 euro. Ouais, mais c'est ouf, et j'aimerais être comme vous, mais j'aimerais vraiment. mais peut-être mais pour aller chercher vraiment pour être vraiment un leader mondial, un leader européen, bah, il faut des fonds. Et finalement, moi, mon métier, ben, il va devenir à 50% ça, c'est-à-dire que je vais aller chercher des fonds pour aller nourrir mon besoin de cash pour grossir plus vite. Parce que tu parlais des concurrents, Amazon, etc. Évidemment, ils vont venir, mais quand ils vont venir, il faut qu'ils se disent il y a qui quoi. Et partout où ils vont aller, il faut qu'ils voient Paul et Alban, quoi. Putain, ils sont partout, quoi. Parce que derrière, on a pris la place de leader partout. Et pour ça, pour aller très vite, il faut du cash. Ouais, ça, voilà. Je suis d'accord avec toi pour consolider. Donc, je vais, oui, faire des levées de fonds, mais pour faire ça. Mais commencer une boîte en disant je vais faire une levée de fonds tout de suite avant le produit. Voilà, oui, aujourd'hui, vous avez un modèle qui est validé. L'argent peut vous permettre d'accélérer, de lancer peut-être la même chose dans d'autres villes, françaises ou européennes. Donc, ça a du sens, donc c'est facile. Mais mettre tout de suite 50% de son temps pour lever des fonds, c'est pas vraiment... Ça n'a pas de sens. En plus, on va parler de choses qu'on ne sait pas et ça va être beaucoup de vision et de guess. Que nous, quand on lève des fonds, on parle de concret, quoi. Genre... Moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour faire de l'acquisition. J'ai besoin d'argent pour chambre froide, prendre un nouvel entrepôt. Ouais, on n'a pas du tout parlé de cette partie. Aujourd'hui, la belle vie, c'est quoi? Vous avez un entrepôt, vous avez des bureaux. Pour que les gens s'imaginent un petit peu à quoi ressemble la boîte. Est-ce que vous avez des bureaux comme nous, avec des gens qui bossent sur un ordinateur, ou est-ce que vous avez les deux, avec un entrepôt? Alors, on a commencé dans un 100 mètres carrés. C'était un ancien fleuriste. On y est resté 3 ans. On avait 4000 références. Et je ne sais pas comment on a fait pour rester aussi longtemps dedans. Quand on parle de références, il vous parle des vrais produits. Il y avait genre des briques de lait à côté de ceci, de ça, dans 100 mètres carrés. Etc. Dans l'autre pièce, il y avait du primeur. 100 mètres carrés. Genre, c'est incroyable quand j'y repense. Maintenant, on a un entrepôt de 500 mètres carrés dans Paris, un vrai entrepôt. Et voilà, c'est un entrepôt dans Paris, tout ce qu'il y a de plus classique, avec au-dessus une mezzanine. Voilà, avec une grande baie vitrée comme ça, mais c'est pas Barcelone derrière, c'est des frosties. Donc vous avez un entrepôt et vous avez une partie bureau aussi. Toi, tu es à Station F, c'est ça? Alors, on a été, quand on a quitté notre 100 mètres carrés pour aller dans le nouvel entrepôt, il y a eu un petit laps de temps où on n'avait pas de bureau, donc on était un peu SDF et on a fait une pige de 5 mois à Station F. Et tu n'y es plus là maintenant? On n'y est plus. Ouais. D'accord. Ouais, okay. J'ai plus, mais j'ai gardé un badge parce que j'y vais de temps en temps parce qu'il y a pour rencontrer des entrepreneurs. Et surtout de temps en temps quand tu as envie de t'isoler pour travailler, c'est assez pratique. Et notre entreprise a 5000 de Station F. Station F, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse pépinière de start-up française au monde, voilà, qui a été co-créée par Xavier Niel, il me semble. Créé par Xavier Niel, là tout, c'est tout Xavier Niel. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Du coup les gens, on va presque finir cette interview. Normalement je fais des questions Twitter, mais en fait j'ai regardé les questions Twitter pendant une petite pause là, et en gros on a quasiment répondu à tout sans le savoir. On a parlé de la concurrence, on a parlé des géants comme Amazon et tout, parce que beaucoup de gens se posaient la question. Il y a juste d'autres petites questions, enfin une autre petite question que les gens m'ont posée, c'est comment vous voyez votre acquisition de demain? Est-ce que ce sera sur du market classique, genre publicité dans la rue, etc., ou publicité télé, ou des publicités avec des influenceurs? D'ailleurs, il faut qu'on en parle pour mon projet d'influenceur. Comment vous voyez la campagne de promotion pour La Belle Vie? Est-ce que vous la voyez classique, digitale, ou les deux? Les deux, on va rien se refuser, non pas parce qu'on a plein de moyens, mais il faut aller explorer toutes les pistes possibles pour optimiser l'acquisition. Donc il y aura du online, du offline. Voilà, on est en train de décider ça. Avec des influenceurs, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bah oui, je sais, on en a déjà parlé. D'ailleurs, les gens, je vous tease un petit peu, mais la plateforme que je vais lancer, elle est en ligne à partir de maintenant. Et le nom de domaine, c'est reflexinfluence.com. Vous pouvez aller voir. Donc, on a déjà un partenariat avec quelques marques. On est en train de voir avec ton associé pour faire rentrer La Belle Vie en campagne aussi, et une autre marque aussi que vous allez lancer. Du coup, il y a ça, il y a du comparateur de vol, il y a un petit peu de tout. Je te vole un petit peu
la promo pendant quelques minutes. J'espère que cette interview vous aura plu. Est-ce que Paul, tu as quelque chose à rajouter de manière globale sur Barcelone, sur la belle vie, sur ta vie, sur... Ah non, sur ma vie, oui. Enfin, on parle beaucoup de l'aspect professionnel, mais l'aspect personnel est important. C'est aussi très important d'être pas encadré, mais d'avoir des gens autour de nous. Voilà, essayer d'avoir cet échappatoire. Donc évidemment, moi j'ai ma femme et mon gosse, donc voilà. Ah, c'est la petite dédicace toute mignonne. Voilà, Et tu penses qu'elle va regarder? Je pense qu'elle va regarder et finalement, on fait beaucoup ça pour eux, quoi. D'accord. Et tu penses pas qu'elle va me trouver plus beau gosse que toi? Ouais, je pense, c'est relou. Je blague avec lui, on se connaît un petit peu en dehors, hein. Je précise. Bon, bah, c'était cool de t'avoir, Paul. Je pense que de toute façon, nous, on va se revoir beaucoup dans le privé. Ouais. Je referai une interview avec toi, je pense, quand je monterai à Paris. Ouais. Parce qu'on avait parlé de faire une interview ensemble à Station F, parce Ouais. que c'est vraiment quelque chose que je veux vous présenter sur ma chaîne, c'est-à-dire une visite de Station F. Je sais qu'il faut demander des autorisations, etc., Ouais. etc., donc je compte sur toi pour m'aider. Donc vous reverrez Paul sur ma chaîne YouTube dans les prochains mois, sûrement à Paris, à Station F. Vous inquiétez pas, j'espère que vous avez kiffé l'interview. N'hésitez pas à mettre les commentaires sur YouTube. Par contre, si vous pouvez m'aider un petit peu, ces interviews fonctionnent beaucoup plus sur LinkedIn. Donc si vous voulez me partager plutôt que de partager sur Twitter, et n'hésitez pas à la partager sur LinkedIn. Voilà, merci à vous, merci Paul, et puis à très bientôt. Ciao. C'était Rurk.